L'échiquier international, soyez les bienvenus. Et c'est sans doute la nouvelle du jour concernant le dossier ukrainien. Plus de 2 ans de guerre, la Russie décide de lancer un avis de recherche à l'encontre du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'information diffusée officiellement sur le site du ministère de l'Intérieur russe. Une annonce que Kiev a immédiatement jugée sans valeur. Le moment choisi pour ce type de nouvelles de la part de Moscou n'est pas dû au hasard, puisque sur le front de la guerre, l'armée ukrainienne est bien à la peine. Berdiansk, Melitopol, Robotyne ou Bakhmout, et enfin la dernière sur la liste, la ville d'Avdiivka, qui tombe aux mains des Russes. La liste des villes ukrainiennes à l'est et qui tombe entre les mains de l'armée russe, donc une armée qui continue de progresser sur le front est. Et en fait, le débat n'est plus quand les hommes de Zelensky vont-ils lancer enfin la contre-offensive, repoussée à chaque fois à des dates chimériquement ultérieures, mais surtout, qu'est-ce que l'armée russe va faire de la ville d'Odessa et jusqu'où va-t-elle s'arrêter? Les Américains, bien en peine, ont du mal à cacher leur erreurs en Ukraine, des erreurs qui sont de plus en plus grossières. Vous me direz, mais quel est le rapport avec l'armée américaine? Eh bien, élément de réponse en fin d'émission. On tentera d'analyser justement cette question avec notre invité du jour, et c'est tout de suite. Et justement, pour en parler des dernières nouvelles concernant le dossier russo-ukrainien, je reçois une spécialiste de la Russie, Karine Béché-Golovko. Bonsoir, madame. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Alors, madame, une première réaction, tout d'abord, à propos de cette annonce, plus de 2 ans de guerre. Donc, la Russie décide aujourd'hui, dans la journée, c'est tombé dans la journée, un avis de recherche à l'encontre du président ukrainien Zelensky. L'information donc diffusée officiellement sur le site du ministère de l'Intérieur russe. Une annonce que Kiev, de son côté, a immédiatement jugée sans valeur. Une première réaction. Effectivement, c'est un peu une surprise parce que c'est un acte politique extrêmement fort. Donc, quand Kiev dit que le fait d'ouvrir une affaire pénale contre le président en exercice, le président Zelensky, et de lancer un avis de recherche est un acte sans valeur, non, on ne peut pas dire ça. Effectivement, juridiquement, cela va être difficile à réaliser. Mais politiquement, c'est un acte qui est extrêmement fort puisque cela, montre qu'il n'y a pas, en tout cas pour la Russie, d'immunité qui soit rattachable à la personnalité de Zelensky, ce qui veut dire que cela soulève la question de la légitimité de ce président du point de vue russe. Et deuxièmement, à l'heure où l'on discute beaucoup de ces étranges mouvements autour de certaines négociations qui devraient se dérouler à Genève et qui, en fait, ressemblent beaucoup plus à des mesures de pression de la communauté internationale contre la Russie pour conduire à une forme de reddition politique, alors que, comme vous l'avez souligné, la Russie avance sur le terrain militaire. Le fait de lancer un avis de recherche contre le président Zelensky montre que, en tout cas, la Russie n'est pas prête à rentrer dans ce type de négociation, et cela met en soi une impossibilité de négocier avec cet individu, c'est-à-dire Zelensky. Alors, Karine Béché-Golovko, si vous le voulez bien, parlons justement du front. Melitopol, Robotyne, Bakhmout. Et enfin, la dernière sur la liste, la ville d'Avdiivka. Les troupes russes gagnent du terrain, on l'a dit. Elles ont repris plus de 500 km² en 7 mois d'offensive. Pourtant, on nous a annoncé que la contre-offensive ukrainienne était imminente. Alors, je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez des informations à nous fournir. Jusqu'où, selon vous, s'arrêteront les troupes russes? On pensait qu'ils encercleront Odessa, on parle aussi de qu'est-ce qu'ils feront de Kiev éventuellement. Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce que disent les médias russes, puisque je rappelle, vous vivez en Russie? Alors, la question est effectivement extrêmement complexe et il est difficile d'apporter une réponse très précise, puisque, comme nous le voyons depuis le début, la stratégie russe, tout d'abord, n'est pas dite, prononcée, médiatisée dans tous ses détails, ce qui est logique, puisque sinon, ce serait difficile de la réaliser si vous expliquez à l'ennemi exactement ce que vous voulez faire, où vous voulez le faire et comment vous voulez le faire.
Nous voyons par ailleurs que la position de la Russie évolue en fonction de la position atlantiste, c'est-à-dire que la Russie ne cherche pas une augmentation du conflit, ne cherche pas à tout de suite faire monter les enchères. En revanche, elle s'adapte à la manière dont l'Occident se comporte et instrumentalise ce front ukrainien dans ce combat en fait qui est mené entre d'une part les pays atlantistes et d'autre part la Russie. Donc, quand Macron déclare à droite et à gauche de manière aussi surprenante et provocatrice que la France va envoyer des troupes, notamment à Odessa, il met de fait la ville d'Odessa, entre guillemets, en situation privilégiée pour une offensive de l'armée russe. Par ailleurs, le fait que les pays atlantistes fournissent de plus en plus de missiles longue portée et que l'on voit, quels que soient les petits doutes sur la formulation, mais l'on voit une forme d'assentiment d'utilisation de ces missiles sur le terrain non plus, on va dire, qui était ukrainien jusqu'à 2014, mais sur le terrain qui va également sur les zones qui étaient russes avant. Cela veut dire que la Russie, qui dès le départ a réagi il y a 2 ans de cela parce qu'elle ne pouvait obtenir des garanties pour sa sécurité, voit qu'elle va être obligée, comme le président Poutine l'a rappelé, de mettre en place une zone de sécurité. Ce qui veut dire que la zone de combat va sérieusement être élargie et le front va se déplacer vers l'intérieur des terres. Et effectivement, se pose la question d'Odessa, se pose la question d'aller jusqu'à Kiev. Parce que plusieurs personnalités politiques l'ont souligné, le problème est que à chaque fois que l'Ukraine a été, pour des raisons historiques, sortie du cadre étatique russe, ce qui est arrivé quelquefois, à chaque fois, elle est tombée en fait sous domination en principe de l'Allemagne, en général occidentale, et elle a été instrumentalisée tout à fait contre la Russie. On l'avait vu lors de la chute de l'Empire russe, on l'a vu lors du début de la Seconde Guerre mondiale, et cela pose en fait réellement une question, si l'on parle en termes de sécurité stratégique pour la Russie, est-ce que la Russie peut se permettre d'avoir à ses frontières l'Ukraine dans un certain territoire qui serait on va dire, une région autonome, parce qu'en fait, c'est un territoire qui ne peut être autonome, comme on le voit, c'est un territoire qui n'a pas l'habitude de l'étaticité, qui n'a pas l'habitude de la souveraineté, et qui finalement, pendant un millénaire, globalement, a fait partie de la Russie, et depuis une trentaine d'années, en fait, est passé complètement sous contrôle atlantiste, ce qui présente objectivement un danger pour la Russie dans ce combat géopolitique qui se mène. Donc, le front, petit à petit, se déplace et va jusqu'à poser finalement la question de l'existence in fine d'un territoire qui porterait encore le terme d'Ukraine en dehors en tout cas des frontières russes. À la fin de ce... Ça c'est l'aspect peut-être russe, mais l'aspect anglo-saxon que vous avez analysé cette semaine à travers un article, puisque vous nous dites que l'Ukraine n'a plus besoin finalement d'entrer dans l'OTAN. Pourquoi ? Eh bien, l'OTAN a formulé une espèce de plan, hein, c'est-à-dire pour dépasser les divergences de chaque pays de l'OTAN. Chacun de ces pays devrait conclure un accord bilatéral avec l'Ukraine prévoyant une aide et assistance militaire, c'est-à-dire chaque pays négocierait tout seul, mais sous le cadre de l'OTAN, tout en ne mettant pas l'OTAN frontalement contre la Russie. Cette décision a été formulée au sommet de Vilnius en juillet 2023 et a été signée par une trentaine d'États. Tout à fait. Il semble que l'OTAN ait besoin de mettre en place une forme de fiction politico-juridique qui lui permettrait de s'impliquer finalement de plus en plus fort dans cette guerre contre la Russie, tout en restant formellement en retrait. Rappelons que c'est une fiction dans le sens où de toute manière, l'OTAN en tant que telle n'a pas d'armée, elle n'a pas de puissance militaire.
l'OTAN est une organisation composée d'États qui, eux, ont une armée. Donc, si ces pays qui concluent actuellement des accords bilatéraux qui sont appelés des accords de sécurité, puisque dans le cadre de l'OTAN, c'est seulement ce type formellement d'accord qui peut être conclu. Dans ce cas-là, ces accords qui sont quand même conclus pour une période de 10 ans, rappelons-le, et qui, si l'on prend par exemple le cas de l'accord conclu par la France, ne prévoient pas de limite à l'implication du pays dans ce conflit en Ukraine, puisque tout doit être mis en œuvre pour lutter contre la Russie et pour aider l'Ukraine en ce sens, mais il n'y a pas de limite formelle. Donc on ne peut pas dire qu'on s'arrête à la formation, par exemple, des militaires ukrainiens. On ne peut pas dire qu'on s'arrête simplement à cette guerre de l'information où il y a une production de propagande extrêmement forte. Alors, Biché Golovko, cette semaine, peut-être justement, on a eu du nouveau concernant ce que vous étiez en train de nous dire, puisque la revue Foreign Affairs, qui est une revue qui dépend du Pentagone, qui a diffusé un article où il est dit que les Américains n'enverraient éventuellement dans le moyen terme, pas du tout des hommes en Ukraine, mais ça serait aux Européens de le faire. On comprend mieux, à l'aune de cet article qui émane encore une fois d'une revue officielle qui émane du Pentagone, on comprend mieux peut-être les déclarations d'Emmanuel Macron quand il dit qu'il n'est pas impossible de dépêcher des troupes sur place. Tout à fait, puisque actuellement, il y a à peu près 8 pays, il me semble, qui ont conclu cet accord de sécurité. Et tout d'abord la Grande-Bretagne, nous avons la France, nous avons l'Allemagne et quelques autres pays, notamment la Pologne ou la Finlande. C'est-à-dire ce sont principalement aussi, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, les pays qui sont européens qui sont le plus impliqués dans ce conflit, et la Pologne qui est cette espèce d'avant-poste américain dans ce conflit. Les États-Unis, eux, sont en train actuellement de le négocier, cet accord avec l'Ukraine, ça a été reconnu. Il est évident que des soldats américains sont déjà sur place puisque des armes sont fournies. Il est évident aussi que des soldats français, britanniques, allemands sont également sur place en Ukraine. À Odessa. Puisque les armes sont fournies. Alors on parle d'Odessa. Mais pas uniquement ailleurs, puisque quand vous fournissez des armes aussi complexes que celles qui sont actuellement fournies, vous êtes obligé de fournir également le personnel qui va avec. Sinon, ces armes ne serviront strictement à rien. Donc, de toute manière, de facto, il y a déjà un personnel. Sauf que ce n'est pas un personnel qui est présenté comme étant un personnel combattant. Le personnel combattant est envoyé sans uniforme, sous forme de volontaires. Là, la question qui se pose, c'est dans le cadre de ces accords, est-ce que réellement l'on va envoyer des hommes? Et les États-Unis, effectivement, n'ont aucun intérêt à aller frontalement contre la Russie. Ils ont d'abord absolument intérêt à épuiser les forces européennes, puisque de cette manière-là, parallèlement au fait que l'Europe s'implique de plus en plus dans ce conflit ukrainien, les États-Unis renforcent de plus en plus leur présence militaire et leur prise en main politique en Europe. Alors justement, on va en parler. Le New York Times, de cette semaine, à travers une enquête fouillée, nous apprend qu'il y aurait 14 bases secrètes de la CIA. Bon, on le soupçonnait, mais le New York Times nous dit que c'est officiel. Il y aurait 14 bases secrètes de la CIA en Ukraine, nichées dans les forêts à la frontière avec la Russie. William Burns, le chef de la CIA, illustre par exemple ce partenariat stratégique avec le service de renseignement ukrainien. 10 visites en Ukraine pour William Burns. La dernière remonte à jeudi dernier. Et l'article du New York Times nous apprend que Kirlo Boudanov, qui est le chef du renseignement ukrainien, qui a fait partie d'une unité d'élite du Donbass, la fameuse 2245, que lorsqu'il a été blessé par balle, il a effectué une rééducation dans une clinique du Maryland. C'est bel et bien une guerre par proxy que les Américains ont déclaré aux Russes. On le soupçonnait, mais cette fois, le New York Times nous dit que c'est officiel. Alors, les Américains ont toujours considéré l'espace politique du bloc de l'Est comme un espace de jeu, entre guillemets, dans leur jeu géopolitique qui soit prioritaire. Puisque à l'époque l'URSS, actuellement la Russie, c'est réellement le pays qui présente un danger parce que, à la différence de la Chine qui peut présenter un danger peut-être commercial mais absolument pas du tout civilisationnel, la Russie dans l'histoire a pu proposer une alternative civilisationnelle à ce qui correspondait au monde occidental. Ainsi,
la globalisation qui est portée par les États-Unis est en danger par l'existence même de cette possible conception humaine, politique, qui peut être formulée, dégagée par la Russie et qui, en tout cas, déjà actuellement par la Russie, qui défend la conception de la souveraineté, ce qui dérange essentiellement les États-Unis, qui se considèrent eux comme étant le seul pays à avoir le droit à être souverain. On se rappelle de la célèbre phrase de Brzezinski qui dit que la Russie, sans l'Ukraine, cesse d'être une civilisation. L'Ukraine, est historiquement le cœur de la Russie. Donc, effectivement, on retrouve cette importance, en fait, pour les États-Unis d'utiliser l'Ukraine, non pas comme un pays, mais comme un front, puisque, en fait, le but étant de lancer une guerre fratricide. Il n'y a rien de pire, humainement, qu'une guerre entre deux peuples frères. Et c'est exactement pour cette raison que l'Ukraine a été choisie comme premier front d'attaque contre la Russie. Donc les bases de la CIA sont absolument logiques dans ce contexte, puisqu'il s'agit en fait d'une prise en main de l'espace géographique afin de le transformer en espace politique qui soit absolument contrôlé et ainsi qu'il puisse être instrumentalisé, ce que l'on voit. Alors, Michel Golovko, j'ai deux questions encore assez importantes à vous poser. Déjà, rebondissons, essayons de nous approfondir sur cette politique qui ne dit pas son nom, cette politique guerrière de Washington. Washington qui, on est obligé de le dire, essuie un échec, essuie un revers en Ukraine, essaye de mettre ses erreurs sous le tapis. L'administration actuelle cache l'immense revers en Ukraine, estime par exemple l'ancien conseiller du Pentagone Douglas Macgregor, et surtout, il évalue, et c'est une première, la perte des soldats ukrainiens après plus de 2 ans de guerre. Il évalue à 600 000 hommes tués donc, au front, donc 600 000 hommes happés par la guerre à la fleur de l'âge. Le colonel Macgregor est arrivé à ce chiffre en analysant les images satellites des cimetières en Ukraine, mais aussi les informations nécrologiques sur les réseaux sociaux. 600 000 hommes, Michel Golovko, ça serait tragiquement dantesque, non seulement pour l'armée ukrainienne, mais surtout pour la démographie ukrainienne. L'Ukraine n'existe plus. L'Ukraine, en tant que pays qui a tenté d'exister après la chute de l'URSS, a disparu, objectivement. Et ça, malheureusement, c'est souvent le sort des pays, comme on le voit, qui sont passés sous tutelle américaine. On se souviendra quand même des dommages qui ont été causés, notamment en Irak, lors de cette espèce de démocratisation très particulière à l'américaine de l'Irak, qui a surtout conduit à la destruction du pays. Donc, c'est le problème, si vous voulez, des espaces qui sont utilisés. L'Ukraine est devenue un protectorat pour le système Atlantis et c'est principalement un front, ça n'est plus un pays. Donc, cela explique à la fois pourquoi il y a autant de morts. Et effectivement, ce chiffre, alors c'est toujours difficile d'estimer. Vous y croyez à ce chiffre, 600 000, vous y croyez ? Honnêtement, c'est possible. C'est énorme, mais c'est possible parce que les appelés ukrainiens sont envoyés sans être particulièrement formés, donc cela conduit à énormément de morts. Il y a beaucoup également de disparitions. L'Ukraine utilise le terme de disparus pour éviter ensuite d'avoir à verser les pensions aux familles des soldats qui ont été tués sur le front. Et cela expliquerait aussi deux choses. Un, la discussion qui se pose actuellement sur l'urgence de renvoyer en Ukraine les Ukrainiens en âge d'être mobilisés qui se trouvent actuellement en Europe. Et deux, la question de plus en plus pressante qui se pose et qui a été posée par Macron, comme vous l'avez souligné, faut-il que les pays membres de l'OTAN envoient soit à titre personnel, soit dans le cadre de ces accords bilatéraux, des forces militaires pour aller se battre en Ukraine. Ça veut dire qu'objectivement, l'armée ukrainienne, humainement, est épuisée. Alors, Michel Golovko, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher de nous dire que les États-Unis, avec leurs analystes, avec leurs satellites, avec leurs observations, ils connaissent l'Ukraine. Ils ne pouvaient pas ignorer que l'armée ukrainienne allait directement à la destruction. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que cyniquement, certains stratèges américains ne souhaiteraient-ils pas cyniquement saigner l'Ukraine? On sait que beaucoup de stratèges, je suis désolé de le dire, sont juifs et peut-être pour leur faire payer l'aventure bandériste durant la Deuxième Guerre mondiale. On le rappelle, Stéphane Bandera, nationaliste ukrainien,
collabo-nazi qui a massacré des Juifs, des Polonais, même des Ukrainiens. Et jusqu'à présent, à ce stade où on parle, des rues portent son nom, on lui rend encore hommage. Est-ce que cyniquement, on ne voudrait pas aussi faire payer à l'Ukraine peut-être cet hommage ou cette icône qui est incarnée par certains courants nationalistes ukrainiens? Qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, il y a deux éléments à prendre en considération, effectivement. Est-ce qu'il le savait? Peut-être le savait-il, oui et non, parce qu'il y a une chose qui est extrêmement récurrente dès qu'il s'agit de la Russie, de la part en tout cas des pays occidentaux, c'est cette manie de sous-estimer la capacité de la Russie. Elle est toujours présentée à peu près comme étant à peine sortie de l'âge de pierre, et peu importe les évolutions, quoi qu'il se passe en Russie, il y a cette manie toujours d'imaginer qu'il y a un troupeau de moujis qui ne savent pas se battre et qui en gros partent avec un petit bâton à la main. On se souviendra quand même de la propagande de certaines chaînes françaises d'information qui expliquaient au début du conflit que la Russie envoyait les machines à laver sur le front pour récupérer les puces électroniques. Donc nous en sommes quand même là. Donc à mon avis, il y a ce premier aspect qui est cette manie de systématiquement sous-estimer la Russie et l'armée russe. Deuxièmement, en ce qui concerne la question idéologique, le problème de la question juive en Ukraine et du passé nazi. Cet aspect-là peut-être, moi j'en verrais plutôt un autre d'aspect. C'est que souvenons-nous qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Canada ont accueilli une grande partie de ces nazis ukrainiens qui se battaient contre les Juifs, contre les Polonais, contre les Ukrainiens eux-mêmes, parce que les Ukrainiens sont des Slaves, donc étaient un petit peu au-dessus des sous-hommes juifs, mais franchement en dessous de la catégorie humaine qui soit acceptable, c'est-à-dire celle des Aryens. Pour eux. Donc, ces forces, non, et qui sont toujours en place aujourd'hui et qui idéologiquement ont un poids très important au Canada et aux États-Unis et qui sont notamment à l'origine aussi dès 2004 de la révolution orange, donc qui continuent à détruire l'Ukraine. Donc effectivement, dans cette logique, aucun intérêt ni compassion pour les Ukrainiens qu'ils envoient se battre, parce que pour eux, ce sont des Slaves qui vont se battre contre d'autres Slaves. Et plus il en meurt dans cette logique, et bien mieux c'est, parce qu'il restera moins de Slaves, donc moins de sous-hommes. C'est exactement ce que nous dit David Teutry dans son livre. Il dit justement, peut-être qu'on est en train d'orchestrer une guerre de Slaves contre Slaves, à la fois des Russes, des frères russes avec des frères ukrainiens, parce qu'au fond, la Russie est née au cœur de l'Ukraine. Alors, Madame Béchigolovko, comment vous voyez les prochaines semaines? Rapidement, s'il vous plaît. À mon avis, il n'y a pas de changement radical pour l'instant, en tout cas à attendre, parce que il y a une forme d'équilibre des forces qui se met en place, même si cet équilibre actuellement tourne à l'avantage de la Russie, puisqu'on le voit objectivement sur le terrain, la Russie avance. Ce que nous voyons, c'est que la Russie n'a pas intérêt actuellement à mobiliser dans la société comme le fait l'Ukraine, puisqu'elle a réussi à avoir un certain équilibre entre des avancées militaires, une stabilité sociale et même une relance économique, ce que l'Europe lui envie lourdement. Du côté atlantiste, la société européenne qui a été démasculinisée depuis une cinquantaine d'années, qui est complètement bercée dans tous les mythes globalistes déstructurants, que ce soit le woke, que ce soit les LGBT, n'est absolument pas du tout en état de fournir réellement ni des hommes et des militaires suffisamment, et n'oublions pas non plus qu'elle a été désindustrialisée aussi depuis très longtemps. Donc la question se pose de la question de la production d'armes, puisque si vous voulez mener une guerre de grande ampleur contre la Russie, il va falloir fournir et produire donc des munitions, produire des armes et de l'artillerie. Pour l'instant, les États-Unis sont le plus grand fournisseur et ils commencent à bien l'utiliser sur le plan du business. Sachant que une partie de ce qui est fourni en Ukraine est fourni sous forme de prêts, et se pose donc la question de la solvabilité de l'Ukraine, puisque ce pays est absolument très bien.
D'où l'utilisation, derrière la question de l'utilisation des actifs russes qui sont actuellement en Occident, mais avec comme conséquence possible aussi la déstabilisation du système financier occidental sur lequel s'appuie la puissance américaine. Bien, Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de mouvement radical à attendre. De changement majeur. Merci Karine Béché-Golovko. On arrive à la fin de notre entretien malheureusement. Merci d'avoir été des nôtres pour l'échiquier international du jour. Je vous dis à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain.